Bonjour Emmanuel Florent. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien, ça va. Est-ce qu'on peut vous appeler, est-ce qu'on vous appelle autrement que docteur? Parce que vous êtes un docteur, vous êtes un médecin. Oui, mes collègues m'appellent Mano, mes collègues avec qui j'ai travaillé à l'hôpital de Trinité Mhm. pendant plus de 22 ans. Mais les gens vous appellent plus volontiers docteur. Docteur Florent. Alors moi je vous connais, mais je vous appelle docteur, même si je vous dis tu, mais je dis docteur. C'est ça. Ça exprime quoi d'ailleurs, ce titre? En même temps, c'est une sorte de révérence par rapport à une discipline, par rapport à un métier. Et puis, c'est une forme de reconnaissance aussi de la mission qu'on a auprès de nos patients. Mhm. Qui nous confient, qui se remettent entre nos mains, donc ils nous font confiance. Et cette confiance-là, elle est primordiale dans notre métier parce que c'est à travers cette confiance que nous arrivons à les accompagner, à prendre en compte leurs doutes, leurs craintes et aussi à pouvoir leur proposer aussi des solutions. Et quand c'est dans des situations extrêmes de maladies chroniques incurables, donc à leur offrir l'espoir et puis l'apaisement pour pouvoir supporter cette maladie et avancer sereinement. Mhm. Vous avez décidé d'être médecin quand et pourquoi? Ah, c'est une longue histoire. On va prendrait une émission, on va faire très court. Oui. Tout petit, je jouais au chirurgien, donc j'étais partagé par les métiers techniques, donc je voulais être ingénieur, électronicien et en même temps chirurgien, donc tout ce qui était technologie, mais finalement je n'ai pas fait chirurgie. Je suis toujours très intéressé par la technologie, donc tout ce qui est électronique, recherche scientifique et technique, ouais, je suis toujours très porté là-dessus. Et à travers mon exercice médical, j'exerce cette curiosité-là dans ma démarche professionnelle. Vous êtes allergologue. Je suis allergologue et j'exerce aussi la médecine générale. Et pour être allergologue et médecin généraliste, on fait combien d'années d'études en moyenne? Alors, le cycle des années d'études médicales à la fac, c'est 6 ans. Et ensuite, on fait l'internat. Et après, on fait un internat de spécialisation. Alors, il y a une nuance en France, c'est que l'allergologie est une discipline officiellement, qui est officielle depuis 2018. Donc, c'est à la suite de 30 ans de militantisme des allergologues qui ont œuvré et milité en France pour que ce soit reconnu officiellement comme spécialité. Et depuis 2018, c'est devenu officiellement une spécialité. Donc, comme toute spécialité, donc le cycle des études spécialisées est de 4 ans. Mm-hmm. Donc, la première génération d'allergologues dans le cadre de cette nouvelle réforme sortira d'ici 3 ans. Les allergologues, on a l'impression qu'on en a vraiment besoin, et de plus en plus, parce qu'on parle de plus en plus d'asthme, de maladies liées effectivement à un environnement, qui est un environnement qui est plus pollué qu'avant, qui est un environnement en Martinique, si on parle de la Martinique spécifiquement, où il y a une brume de sable. Est-ce que vous observez cela dans votre pratique, c'est-à-dire un afflux plus massif de patients qui seraient liés à ces problèmes environnementaux? Alors, les allergies sont en train de se développer, c'est le mal du siècle. Donc, on pense que d'ici 2050, la moitié de la planète pourrait être concernée par des problèmes d'allergie. Donc, les bouleversements climatiques, les modifications de l'environnement font que l'adaptation de l'homme par rapport à son environnement se traduit par des modifications biologiques chez nous, donc qui font qu'on développe de plus en plus de problèmes d'allergie, tant sur le plan respiratoire, et ceci par rapport à la pollution et aux modifications de l'environnement, que sur le plan alimentaire, parce que nous changeons nos habitudes alimentaires et nous consommons beaucoup plus de produits déjà préparés, donc modifiés au départ par l'industrie agroalimentaire. Et ces produits contiennent différentes molécules qui nous sont nouvelles et avec lesquelles l'organisme doit composer. Donc on pense que l'adaptation de notre organisme par rapport à cette multitude de produits, je ne dirais pas que chimiques, mais de produits de synthèse de l'agro-industrie font que le système immunitaire s'adapte et change, et ça donne lieu à l'émergence de maladies alimentaires nouvelles. Et en dehors des allergies alimentaires, nous avons aussi le fait que nous utilisons beaucoup de produits chimiques dans notre environnement, des pesticides, tout cela, qui modifient le comportement de nos gènes. Et par rapport à cela aussi, notre système immunitaire s'adapte à ces modifications. Et même au niveau
au niveau de l'agriculture. Donc, on a observé que beaucoup de fruits, par exemple des arbres fruitiers, changent leur comportement. Et comme nous consommons des produits, des fruits qui ont été modifiés par des techniques agricoles et par l'usage de pesticides dans l'environnement, donc ces fruits que nous consommons ont une potentialité d'induire des réactions allergiques. Donc ceci expliquerait l'augmentation de l'incidence des maladies allergiques dans le monde. Alors, vous êtes aussi membre de l'Association nationale et régionale d'allergologie et président d'une association qui s'appelle l'AZADEC, donc qui fait des soins à domicile en fait, et qui travaille sur un projet expérimental d'EHPAD à domicile. Tout à fait. Donc l'AZADEC, c'est une structure de soins, c'est l'association qui se situe dans le Nord-Atlantique à Trinité, qui a été fondée par mon maître en médecine, le docteur Guy Gervais, à qui je rends un vibrant hommage aujourd'hui, et qui a eu cette vision de proposer des soins de proximité à la population du Nord-Atlantique. Donc cette association qui a un peu plus de 35 ans œuvre déjà dans tout le bassin Nord-Atlantique, déjà dans un premier temps pour les soins infirmiers à domicile. Et puis depuis 2 ans, donc, nous avons été missionnés par l'ARS et la CTM pour mettre en œuvre un projet expérimental d'EHPAD à domicile, lequel projet expérimental est en plein développement. Et nous intervenons à domicile en assistant nos seniors, les personnes âgées, pour leur permettre de rester chez elles dans leur confort et dans leur repère naturel pour pouvoir rester dans leur milieu naturel. Voilà. C'est vrai que ces 2 dernières années, on a beaucoup parlé de santé, du système de santé qui était mis à rude épreuve avec le Covid. On va venir tout à l'heure à l'appel d'ailleurs que vous avez lancé en tant que professionnel de santé à la population, parce qu'il y a une situation qui est liée au Covid et à la circulation du virus qui est assez dramatique et catastrophique. Mais on a mis l'accent beaucoup sur l'état de notre système de soins, que ça soit au niveau territorial ou au niveau national, et on a l'impression qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas bien, quoi, qu'on avait supprimé des lits, qu'on n'était pas en capacité de faire face aux besoins. Est-ce que c'est votre constat ici? Est-ce qu'il y a quand même néanmoins des éléments positifs et des perspectives qui seraient peut-être encourageantes, y compris dans un contexte un peu difficile? Alors, le retard de développement de notre système de santé, c'est un constat qui est partagé depuis de nombreuses années. D'ailleurs, mes maîtres, Dr Gervais et d'autres que je salue aussi aujourd'hui, qui ont contribué à développer la médecine antillaise et notamment la médecine à la Martinique. Nous avons des pionniers qui ont travaillé à développer des projets innovants. Donc nous avons Dr Guy Gervais qui avait créé le premier service de médecine et d'alcoolologie pour prendre en charge les personnes en difficulté avec les addictions à l'alcool, mais plus largement, on a été les premiers aussi à prendre en charge en milieu hospitalier les addictions en général. Donc, avant même aussi le développement du service de maladies infectieuses au CHU de Fort-de-France, nous étions aussi les premiers à Trinité à prendre en charge aussi les patients qui avaient des problèmes liés au sida. Donc, on recevait tous ces patients-là et je me rappelle de notre équipe qui a reçu un prix à un moment parce que nous étions le premier service anti-Guyane à avoir dépassé le quota d'hospitalisation dans un mois ou même dans l'année. Donc on avait été le premier service anti-Guyane et même par rapport aux comparaisons avec les chiffres nationaux, nous étions le premier service à avoir atteint un taux d'hospitalisation annuel qui était très 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 considérable. Donc tout ça pour dire que le constat de manque de moyens, on le connaît. Nos services hospitaliers ont 2 fois moins de personnel par rapport au même service au niveau national. Nous avons 2 à 3 fois moins d'équipements par rapport à au même service. Si on fait une comparaison par rapport à un service en France, nous avons 2 fois moins d'équipements par rapport à un service au niveau national. Mais pour autant, notre médecine a connu quand même des progrès très considérables. Nous avons un service de cardiologie qui est un service de référence. Nous avons un service de chirurgie vasculaire où nous faisons des interventions au niveau cardiaque. Nous sommes référencés au CHU de Fort-de-France
tant au niveau cardiovasculaire que de la chirurgicale. Notre service de neurologie aussi a été un moment très, très primé par rapport à des services au niveau national. Donc, il y a quand même des motifs de satisfaction et d'excellence. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le personnel du CHU qui fait un gros travail et le personnel hospitalier en Martinique parce qu'ils ont été présents, ils sont toujours présents auprès de la population. Et cette majorité silencieuse qui a accepté qu'on leur supprime leur congé et qui a accepté qu'on les réquisitionne pour venir au mois de juillet pour faire face à la crise, il faut leur rendre hommage parce qu'ils forcent l'admiration et le respect. Donc tout ça pour dire qu'on peut avoir moins de moyens, mais quand il y a la motivation, quand il y a une forte conviction dans notre métier et dans notre mission, donc on peut faire de très belles choses. Et beaucoup d'acteurs ici en Martinique ont fait de très belles choses à différents égards, tant sur le plan de la médecine que sur le plan de la chirurgie. Et ce que j'aimerais lancer comme message, c'est de dire à tous ces soignants, vous faites un beau métier et restez concentrés sur votre mission, qui est une mission noble, et la population ne sera que reconnaissante par rapport à tout cela. Vous avez signé il n'y a pas si longtemps donc un appel avec d'autres confrères à la population, un appel sur la situation en fait, sanitaire qui est une situation grave. Alors, il y avait déjà eu des appels, il y avait déjà eu aussi des appels de la communauté hospitalière à la vaccination, mais c'est un cri d'alarme en fait que vous avez lancé récemment. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cet appel que vous lancez? Mais la pandémie La pandémie au niveau mondial liée au Covid reste une menace vraiment très très forte sur l'avenir de l'humanité. Donc c'est un virus qui est potentiellement létal et qui est imprévisible. Donc ce virus létal, ça veut dire qu'il peut tuer. Qui peut tuer. Donc c'est un virus qui est mortel et qui aussi est imprévisible. Nous sommes en train de constater des complications à long terme. Aujourd'hui, on parle de Covid long. Donc on sait qu'il y a des patients qui même quand ils avaient l'impression d'avoir bien supporté l'infection dans un premier temps, et on commence à constater malheureusement qu'à moyen et à long terme, ils commencent à développer certaines complications d'ordre neurologique, par exemple, avec des troubles de l'équilibre, des fourmillements au niveau des membres et d'autres complications, mais pour certains même des complications cardiovasculaires à distance de leur infection. Donc ça, c'est des éléments très préoccupants. Donc, nous déplorons le fait que la désinformation malveillante a créé le doute et la peur au sein de notre population. Mais pour autant, ce qu'il faut rappeler, c'est que aujourd'hui, la seule façon de pouvoir faire face à cette pandémie mortelle, à ce virus qui est mortel, la seule façon de pouvoir y faire face, c'est la vaccination. J'aimerais juste partager une image pour dire que si vous êtes en mer et qu'on vous dit qu'il y a un requin à 2 km derrière vous qui s'approche de vous et qu'un pêcheur vient avec une petite fiole pour vous secourir et vous dites non, je préfère que ce soit le gros bateau de la SNSM, donc je préfère que ce soit des sauveteurs professionnels équipés avec hélicoptères, avec bateaux qui viennent me secourir. Pendant ce temps, le requin il s'approche de vous et vous êtes en train de dire j'attends que les secours professionnels arrivent. Donc c'est un peu ça l'attitude aujourd'hui de beaucoup de personnes, de se dire j'attends d'autres vaccins, j'attends les vaccins classiques, je ne veux pas m'engager à prendre un vaccin qui vient de sortir, qu'on a fait en 18 mois. Pendant ce temps, le virus, il s'approche et il est en train de tuer. Et il tue. Et là, on est exposé à une 5e vague qui sans doute sera inévitable parce qu'on a d'autres variants qui arrivent, dont le variant qu'on appelle Omicron, qui est en train d'envahir l'Europe, et c'est une question de semaines pour que nous soyons concernés par ce variant. Donc, pour le moment, la seule réponse scientifique valable et validée qui existe, c'est la vaccination. Et j'enjoins toute la population à surmonter la peur, la méfiance qui a été malheureusement créée par tous ces messages malveillants que vous avez reçus sur votre smartphone, sur Facebook, et de vous concentrer sur les messages des autorités sanitaires et surtout sur les messages des professionnels de santé, lesquels professionnels de santé, nous sommes là pour vous rassurer et pour vous dire qu'il n'y a aucun risque à prendre la vaccination. Au contraire, prenez la vaccination, montez sur la petite fiole parce que le requin, il s'approche de vous. Donc le temps que les vrais secours avec hélicoptères arrivent et avec des bateaux professionnels, le requin aura le temps de vous manger. Donc n'attendez pas. Allez au plus tôt, dès aujourd'hui, prenez la décision, vaccinez-vous. En fait, les gens refusent d'entendre. Il y
il y a une remise en question de l'autorité en général, et notamment, on parlait du titre de médecin, de docteur au début, une remise en question de cette autorité-là, alors que jusqu'à maintenant, les gens allaient voir le docteur, docteur j'ai mal, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, l'ordonnance était faite, et aujourd'hui, il y a une remise en question de cela. Donc peut-être que ça exprime effectivement la peur, mais les gens refusent aussi d'entendre peut-être que ce vaccin ne peut pas tout, mais il diminue drastiquement les chances, entre guillemets, d'être contaminé ou d'être hospitalisé, ce qui doit être aussi considéré comme important puisqu'il faut protéger aussi l'hôpital. C'est ce que vous dites en fait. Alors, l'hôpital est là pour soigner, pour recevoir les personnes malades et sans discrimination, et quelle que soit la maladie. Que vous ayez la tuberculose, la lèpre, que vous ayez le Covid, l'hôpital est là pour vous accueillir. Or, le Covid est une maladie potentiellement dangereuse et mortelle. Mortelle non seulement pour les patients, mais mortelle aussi pour les soignants qui les prennent en charge. Et je pense que le public doit le comprendre. Les soignants qui sont là autour d'eux pour vous soigner, ils mettent leur vie en danger. Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on pense qu'on a plus de 3500 soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers qui sont morts à cause du Covid, en faisant leur métier. Donc c'est quand même une maladie qui met en danger non seulement le patient, mais aussi les soignants. Donc la question c'est, il faut que les soignants qui hésitent encore à prendre ce vaccin se disent que non seulement ils donnent une mauvaise image de leur profession par rapport à la population, mais aussi ils mettent leur vie en danger. Et nous avons le devoir, nous soignants, quand on travaille dans un établissement de santé, que ce soit un hôpital, un EHPAD, une maison de retraite, nous avons le devoir d'assurer la sécurité de nos patients. Un patient ne peut pas constituer une menace un soignant ne peut pas constituer une menace pour le patient. Donc c'est important d'insister là-dessus pour dire que la vaccination aujourd'hui, c'est la seule façon d'assurer la sécurité à la fois des patients, mais à la fois des soignants. Et l'hôpital est soumis à des règles, à des process auxquels on ne peut pas déroger. Donc, il y a des process pour entrer dans un bloc opératoire. On ne rentre pas dans un bloc opératoire comme on rentre dans une salle de soins, comme on rentre dans un hall d'hôpital. Donc, les comportements varient en fonction des lieux de soins. Donc, l'hôpital a des règles qui conditionnent une exigence de sécurité. Cette exigence de sécurité passe par la vaccination des soignants et elle est incontournable. Mais je parlais aussi du fait que le public, ceux qui sont réfractaires à la vaccination, n'entendent pas non plus, ils n'acceptent pas l'idée qu'on leur dise, enfin le fait que le vaccin protège, mais le vaccin n'empêche pas à 100% en fait. D'ailleurs, l'efficacité du vaccin diminue avec le temps, c'est pour ça qu'il y a un rappel, un troisième vaccin. Et ça, en fait, les gens, comme si le public voulait... Il n'y a plus de place pour le doute, en fait, aujourd'hui. On veut tout de suite et on veut que ce soit efficace à 100%. Or, il faut admettre cette part de doute. Très, très, très belle remarque, pertinente, parce que c'est le problème de nos sociétés modernes aujourd'hui. On n'accepte pas le doute, le public n'accepte pas qu'on dise que je ne sais pas. Donc là, on est face à un problème inédit face auquel on n'a pas de réponse nette, on n'a pas de certitude là-dessus. On est en train d'avancer pas à pas. Or, le public n'accepte pas cela et ça renforce l'angoisse de la population quand on leur dit on n'a pas de réponse absolue, une réponse claire, nette. Deuxièmement, le vaccin n'empêche pas d'être contaminé, mais il réduit les risques de contamination, il réduit les risques de propagation du virus, il freine la circulation du virus. Et le vaccin devrait rentrer dans un cadre d'engagement civique, parce que quand je me vaccine, je participe à l'effort collectif pour assurer une immunité collective. Il n'y a pas que ma protection personnelle, j'assure la protection de ma communauté. Donc si on est engagé et si on est motivé par la protection de sa communauté, si on veut faire preuve de cohésion sociale, on a le devoir de se vacciner, non seulement pour soi-même, mais pour la collectivité. Et troisièmement, le vaccin, il faut rappeler au public que la vaccination a changé la face du monde. Moi, j'ai grandi avec des enfants dans ma classe qui étaient handicapés parce qu'ils avaient attrapé la polio. Les familles ont connu le deuil parce qu'il y a des enfants, des familles qui perdaient un enfant sur deux à la naissance ou qui perdaient un enfant sur deux avant l'âge de 3 ans. Parce que les enfants mouraient de rougeole, ils mouraient de rubéole, ils mouraient de coqueluche.
Donc la vaccination a changé la face de l'humanité. Il faut que le public se rappelle aussi qu'il n'y a pas encore longtemps, il y a moins de 50 ans de cela, l'espérance de vie dans les pays même développés ne dépassait pas 55 ans. Aujourd'hui, dans les pays développés, en France en particulier, l'espérance de vie pour une femme, c'est 85 ans, pour un homme, c'est 82 ans. Donc la vaccination a changé notre vie. La vaccination a été le progrès principal pendant le siècle dernier. Donc, on ne peut pas faire preuve d'oubli, d'amnésie aussi rapidement que cela, puisque c'est encore hier, hein, c'est dans les années 70-80, on mourait à 55 ans. Donc, grâce à la vaccination, l'humanité a connu un mieux-être et un confort qu'il faut consolider. Donc, là, on fait face à un phénomène qui est nouveau, qui menace notre équilibre social, notre équilibre psychologique. Bien justement, c'est là qu'il faut faire preuve de cohésion, de solidarité. Parce que là, on a un virus qui est inédit, qui est nouveau, et pour lequel on cherche des solutions, face auquel on cherche des solutions. Donc, les solutions ne sont pas parfaites, mais pour le moment, la seule solution technique que la science nous propose, c'est la vaccination. Et un autre élément, c'est on constate que plus les sociétés sont développées, plus on vit dans un confort, dans du modernisme, plus on évolue vers l'individualisme et l'égoïsme. Aujourd'hui, les gens mettent en avant davantage leurs petites priorités personnelles au détriment du bien-être collectif. C'est d'abord moi, c'est mon problème et le reste, on s'en fout. Et c'est ça qui crée toute cette tension sociale, cette violence que nous constatons, c'est qu'on a tendance à mettre en avant que des préoccupations purement individualistes, purement égoïstes, au mépris, au détriment de l'intérêt collectif. Et ça, c'est vraiment dommageable. Et c'est pour cette raison que j'insiste à nouveau pour dire qu'il faut que tout le monde s'y mette et il faut que tout le monde comprenne qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une majorité de notre population qui sera vaccinée. 40% c'est bien, mais 40% c'est nettement pas assez et on est toujours sous la menace d'autres vagues et d'autres vagues qui peuvent être plus mortelles que celles que nous avons connues au mois de juillet dernier. Le mot de la fin, docteur, ce serait quoi? C'est d'être beaucoup plus ouvert vers l'humanitude, vers la solidarité et de donner au mot fraternité son vrai sens dans notre société antillaise. Parce que la société antillaise, notamment à la Martinique, qui est une terre d'accueil, une terre de fraternité, une terre de solidarité, il ne faudrait pas que, à travers une crise qui bouscule nos certitudes, qui bouscule notre petit train-train quotidien, il ne faudrait pas que nous tombions dans une sorte de panique où c'est l'individualisme qui prend le dessus au détriment de l'intérêt collectif. Donc redonnons à la fraternité son vrai sens et redonnons à la solidarité antillaise sa vraie place dans notre société d'aujourd'hui. Merci, docteur. Merci.